Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser un nouvel objet de la pop culture, de ses origines à nos jours. J'ai choisi l'histoire de la baguette magique parce que, vous le savez depuis le temps, je suis passionnée par Harry Potter, ça fait donc un moment que je veux vous parler des objets magiques de cet univers. Rassurez-vous quand même, je ne parle pas que de Harry Potter dans cette vidéo. Comme je mêle pop culture et histoire tout au long de la vidéo, il n'y aura également qu'une seule grande partie. Allez, si vous êtes prêts, axio générique. De nos jours, dans l'imaginaire collectif, la baguette magique, c'est un objet que les mages, les sorciers ou les fées utilisent pour faire de la magie. Elle est utilisée pour canaliser l'énergie de son utilisateur afin d'utiliser le maximum de ses capacités pour lancer son sortilège. On a tous en tête l'image de cette petite baguette de bois tenue en main et brandie pour lancer ses sortilèges, mais durant l'Antiquité, en Égypte et en Grèce, c'était un bâton qui était symbole de l'autorité et des pouvoirs magiques et mystiques. On trouve des traces d'utilisation de ce genre de bâton magique dans des œuvres littéraires très anciennes. Par exemple, le bâton de Moïse dans la Bible entre dans cette catégorie de bâton magique puisqu'il l'utilise pour séparer les eaux en deux, et son bâton a également la capacité de se changer en serpent. Dans l'Odyssée de Homère, on a à un moment donné Ulysse et son équipage qui font la rencontre de Circé, qui va les transformer en porcs après les avoir fait boire un breuvage et leur avoir mis un coup de bâton sur la tête. Plus récemment, en 1950, dans Le Seigneur des Anneaux, l'auteur Tolkien équipe le magicien Gandalf de son bâton porteur de lumière. C'est à partir du Moyen-Âge que la baguette magique fait son apparition. Elle est une sorte de mélange entre le bâton magique et la baguette utilisée par le maître pour donner ses directives à ses apprentis. Les magiciens alchimistes vont adopter la baguette comme symbole de leur pouvoir magique. La baguette leur sert alors de catalyseur pour lancer leurs sorts ou pour tracer leur cercle de protection sur le sol. Quand ils taillaient leur baguette, ils évoquaient les démons ou les esprits dont ils désiraient les pouvoirs pour les ancrer dans leur baguette. Au XVIIe siècle, Charles Perrault va donner à 3 de ses fées marraines une baguette, mais qu'il ne va pas qualifier de magique. Les 3 fées marraines de Cendrillon, Podane et la Belle au bois dormant vont toutes 3 recevoir cet accessoire, symbole de leur pouvoir magique. À partir de là, d'autres auteurs vont donner ce même accessoire aux fées. J'ai par exemple en tête l'image de la fée Clochette dans l'adaptation de Peter Pan par les studios Disney, où on la voit avec sa petite baguette magique. Si vous avez lu les bouquins de C.S. Lewis ou vu les films Narnia, vous avez peut-être également en tête la sorcière blanche qui utilise une longue baguette dorée dans le premier film pour changer les vivants en statues. Si vous aimez les spectacles de magie ou que vous avez eu un kit de magie en étant petit, vous devez sans doute avoir en tête le fameux costume du magicien avec sa cape noire, son chapeau haut de forme et surtout sa légendaire baguette noire au bout blanc. Pour la petite histoire, sachez que c'est le magicien français Robert Houdin, à ne surtout pas confondre avec Houdini. C'est Houdin qui a mis au point cet accessoire et qui l'a introduit dans les spectacles de magie à la fin du XIXe siècle. Pour ce qui en est de la baguette en elle-même, on la décrit comme composée de 2 éléments. Un cœur qui est le catalyseur de la magie et du bois. Le cœur peut provenir de diverses créatures magiques et le bois est choisi en fonction de la magie que son utilisateur veut pratiquer. En alchimie, les objets et composants magiques ont diverses propriétés et par exemple, au Moyen-Âge, le bois de conifère n'était pas utilisé pour les baguettes car la résine qui est dans ce bois pouvait entrer en conflit avec la magie. Dans le Roussillon en France, les sorcières utilisaient par exemple du bois d'aulne glutineux. Et enfin, la baguette mesurait en général la même taille que l'avant-bras de son utilisateur. Et bien entendu, je vais vous parler des baguettes magiques dans l'univers Harry Potter. Parce que quand je vous parle de la taille de la baguette, vous avez peut-être vous aussi les images d'Ollivander mesurant Harry sous toutes les coutures quand il vient acheter sa baguette dans le tome 1. Il mesure ses bras, mais aussi sa taille de la tête aux pieds, le tour de sa tête, l'écartement de ses sourcils et l'écartement de ses narines. Situation un peu cocasse, mais voilà, dans le cas de la baguette magique, la taille ça compte, donc faut être sûr d'avoir le bon équipement.
Il faut savoir qu'au moment où J.K. Rowling a écrit les Harry Potter, il y avait peu de documentation sur les baguettes et sur leur composition. C'est pourquoi elle a inventé toutes les propriétés de ces baguettes que le personnage Ollivander présentera dans le tome 1. C'est aussi pour ça que dans l'univers Harry Potter, plusieurs sorciers possèdent des baguettes en bois de conifère. D'ailleurs, dans cet univers, chaque baguette est unique et c'est elle qui choisit son sorcier, pas l'inverse. Après, oui, certaines baguettes peuvent être léguées, comme par exemple Ron Weasley, qui explique à Harry dans le tome 1 que sa baguette lui a été léguée par son grand frère, avant que celle-ci ne soit cassée par le Saule-Cogneur dans le tome 2. Ou Neville Londubat, qui utilise à la base la baguette de son père, avant que celle-ci ne soit cassée par un mange-mort lors de la bataille au département des mystères dans le 5e tome. D'ailleurs, si vous avez suivi les livres, avant qu'il ne change de baguette, Neville était un lanceur de sorts plutôt médiocre, et dans les livres suivants, il devient plutôt badass. Ceci a amené la théorie que la médiocrité de Neville était en partie due au fait qu'il n'utilisait pas la bonne baguette faite pour lui. Dans l'univers Harry Potter, une baguette choisit effectivement son sorcier, mais pour plusieurs raisons, elle peut aussi changer d'allégeance au cours de son existence. Bien entendu, l'exemple le plus marquant, c'est celui de la baguette de Suro. Pour vous résumer rapidement l'affaire, la baguette de Suro serait la baguette magique la plus puissante jamais construite et qui aurait été façonnée par la mort elle-même. Elle est l'une des 3 reliques de la mort représentées par la barre sur le symbole que je vous mets à l'écran. Pour rappel d'ailleurs, la barre c'est la baguette, le cercle c'est la pierre de résurrection et le triangle la cape d'invisibilité. La baguette de Suro passera de sorcier en sorcier au fur et à mesure de son histoire et changera d'allégeance à chaque fois que son utilisateur sera vaincu. Grindelwald, l'adversaire principal dans les Animaux Fantastiques, a vaincu un sorcier bulgare et récupéré la baguette de Suro. Puis, en 1945, Grindelwald est vaincu par Dumbledore, qui récupérera donc à son tour la baguette. La légende autour de cette baguette dit qu'elle attire la mort et les combats. C'est pour ça qu'elle change autant de propriétaires et que leur fin n'est pas vraiment joyeuse. Quand Dumbledore meurt en 1996, vaincu par Rogue, il se fait enterrer avec elle, comme il est coutume de le faire chez les sorciers. Mais on apprend que Voldemort veut récupérer pour lui la baguette la plus puissante jamais créée, et il va la chercher dans la tombe de Dumbledore. Il pense alors qu'il ne peut pas légitimement s'en servir, parce qu'après avoir tué Dumbledore, la baguette aurait, selon lui, changé d'allégeance pour Rogue. Or, c'est Drago Malfoy qui a désarmé Dumbledore avant que Rogue ne le tue. La baguette était donc à Drago. Puis, comme Harry a à son tour vaincu Drago, la baguette lui est revenue. Oui, c'est un petit peu compliqué à suivre, mais comme la baguette de Suro est au final la baguette la plus importante de l'histoire d'Harry Potter, j'ai pensé que ce serait intéressant de vous la résumer dans cette vidéo dédiée aux baguettes magiques. Dernière précision sur les baguettes dans l'univers Harry Potter au sujet des baguettes de Harry et de Voldemort. Pour rappel, dans le tome 1, on apprend que leurs baguettes sont jumelles, puisque leurs cœurs proviennent à toutes deux d'une plume de phénix provenant de Fumsec, le phénix de Dumbledore, ce qu'on apprend dans le tome 2. La baguette de Harry est en OU, tandis que celle de Voldemort est en IF. Or, si on regarde du côté de la mythologie celtique, on peut voir que le OU est un bois supposé repousser le mal, tandis que l'IF est un bois qui représente la mort. Il est également appelé l'arbre des morts en raison de sa toxicité. Ceci explique aussi pourquoi les 2 baguettes entrent en opposition. Elles ont le même cœur, mais pas le même but. L'une protège, l'autre détruit. On va changer un peu d'univers pour parler de jeux de rôle. Alors, si vous me suivez, vous devez savoir que je suis une grande passionnée de jeux de rôle et que j'ai une affection toute particulière pour Donjons et Dragons. Oui, je sais, c'est un peu cliché, mais comme c'est mon premier jeu, il a une place particulière pour moi. Bref, Donjons et Dragons est un univers de jeu qui a été énormément inspiré par les œuvres de Tolkien. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo d'ailleurs. On y retrouve des magiciens, mais ils ne sont pas équipés de baguettes magiques. En général, ils sont affublés d'un grand bâton un peu à l'image de Gandalf. Au passage, le personnage d'Elminster ressemble beaucoup à celui de Gandalf. Enfin, voilà tout ça pour vous dire que dans l'univers du jeu de rôle, on a gardé cette image du bâton magique plutôt que celle de la baguette. Petite précision quand même, oui, dans D&D, il y a des baguettes magiques, mais elles ne sont pas utilisées de cette façon.
Généralement, ce sont des objets dits à charge, donc utilisables un nombre de fois déterminé. Parfois, on peut les recharger et elles ne lancent qu'un seul sort particulier. Voilà qui conclut l'histoire de la baguette magique. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit pouce en l'air et un commentaire avec pour aujourd'hui, si vous voulez jouer le jeu, le mot magique. N'oubliez pas de vous abonner, je sors une vidéo par semaine et venez également me suivre sur Twitch. Je suis bientôt affiliée, il me manque juste quelques followers et j'essaye de faire au moins un live par semaine. Et bien entendu, dès que le jeu Hogwarts Legacy sera dispo, je vais y jouer en live là-bas. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.